Reprise du débat, l'honorable député de la Sarre-et-Mar-Verdun. Merci, Madame la Présidente. C'est une chance et un privilège que de me lever aujourd'hui en cette Chambre pour livrer mon premier discours. C'est une chance car la surprise fut pour le moins généralisée partout où l'on s'est intéressé à l'élection partielle dans mon comté. Cette aventure a commencé pour moi par une éclipse et s'est terminée par la pleine lune. Même si j'ai travaillé très fort, je me trouve tellement chanceux d'avoir été élu que, pour tout vous dire, j'ai vraiment l'impression que les astres étaient alignés. Et en bout de piste, eh bien, nous avons éclipsé nos adversaires. On va se le dire, c'est une belle victoire des indépendantistes, mais surtout une victoire des militants. Elle nous montre qu'en s'impliquant, on peut changer les choses. C'est aussi un privilège que les électeurs, mes quelques 78 000 patrons, me font aujourd'hui de me permettre de prendre la parole pour eux, d'être leur voix à Ottawa. D'ailleurs, si nous sommes aujourd'hui réunis, eh bien, c'est justement pour aborder une question de privilège. Alors, accordez-moi, Madame la Présidente, celui de prendre un moment pour remercier du fond du cœur les gens de ma circonscription pour la confiance qu'ils m'ont accordée. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parcourir le Sud-Ouest durant cette campagne. Du plaisir à jaser avec les membres du Bloc québécois dans les dernières avenues de Ville-la-Salle. Du plaisir à prendre une bière avec les Chevaliers de Colomb dans le Bronx. Du plaisir à manger un sous-marin au fameux La Salle Drive-In avec les gens du coin. J'ai adoré redécouvrir Ville-et-Mort et Côte-Saint-Paul que j'ai fréquenté plus jeune avec mon ami Johan Pinchot, le cousin à Joël, un autre Madelino. Merci aux gens des Îles-de-la-Madeleine pour leur appui indispensable. Ça m'a vraiment fait du bien d'aller saluer les gens au Maxi sur le rando, d'écouter ce qu'ils avaient à me dire. Vous savez, en campagne, on court beaucoup. À Ville-et-Mort, on le fait sur Maricourt, sur Biencourt. Parfois, on fait même du jogging sur la rue Jog. Et quand on a faim, on s'arrête pour manger un bon gros boc au Dilalo sur la rue Alors. Et que dire de Verdun? Verdun, la victorieuse. Verdun, mon chez-moi, où j'ai trouvé mon amoureuse. Vous savez, on parle beaucoup du Verdun chic, du Verdun cool. J'aime ma ville dans toutes ses facettes, mais il y a aussi un autre Verdun dont personne ne parle et pour qui j'aimerais aujourd'hui parler. Moi, j'aime le Verdun populaire, le Verdun du Maxi, le Verdun du Zappy, le Verdun des pauvres, le Verdun des vieux, le vieux Verdun, le Verdun des blocs, en stucco ou en J-Proc. Ce Verdun-là, c'est mon Verdun. C'est le Verdun qui doit rester, le Verdun que je veux jamais voir disparaître, parce que ce monde-là, c'est eux qui font l'âme d'une communauté qui est tissée serrée. Et c'est toujours à ce Verdun-là que je penserai quand je parlerai de la crise du logement. Madame la Présidente, l'anglais est la langue officielle de 27 % de la population de ma circonscription. On peut dire, sans trop se tromper, qu'un citoyen sur 3 dans ma circonscription est anglophone. Alors, je voudrais leur dire quelques mots pour les saluer. Je l'ai dit à la station CJAD que je voulais être un pont entre la minorité anglophone du Québec et la majorité francophone du Québec. Sans jamais renier mes principes, je crois qu'il y a place au dialogue. Tout au long de cette campagne, j'ai rencontré beaucoup d'anglophones, lesquels, surprenamment, ont voté pour moi. Je me souviens de M. Bellefeuille, sur la rue Egan, qui, en dépit de son nom à consonance francophone, est tout à fait anglophone. Nous avons échangé sur son histoire personnelle, sur l'assimilation dans sa famille. Et ça m'a fait réaliser, je pense qu'il a réalisé aussi, à quel point la langue française est fragile sur les rives du Saint-Laurent. Et il a voté pour moi parce que j'étais un gars du coin, parce que j'étais un vrai Verdunois. Alors, je me rappelle aussi de plusieurs anglophones dans la jeune quarantaine que j'ai rencontrés sur le boulevard Monck et qui m'ont exprimé en fait leur attachement au fait français, leur désir de l'apprendre.
Je me rappelle aussi de Mme Berman sur la rue Argyle, une femme juive originaire de la Grande-Bretagne qui m'a confessé son admiration pour l'intégrité de René Lévesque. Certainement, la mémoire de notre ancien premier ministre est toujours vivante dans la communauté anglophone de Verdun. Je pense aussi à cette vieille dame d'origine irlandaise qui, bien que libérale, m'a confessé aussi son admiration pour René Lévesque. Je pense que M. Lévesque était une personne qui avait beaucoup de respect pour la communauté anglophone et c'est pour ça que les gens de cette communauté le respectent et je pense que nous devons suivre son exemple. Et finalement, je n'oublierai jamais cette dame originaire du Pays de Galles, cet aîné, en fait, qui m'a dit à quel point le coût de la vie et l'augmentation des prix du logement avaient un impact significatif sur sa qualité de vie. Une vieille femme dans l'automne de sa vie qui ne peut pas s'acheter de la viande, qui ne peut même pas se payer un taxi pour aller à l'église anglicane de l'Épiphanie sur la rue Wellington. Je trouve que c'est profondément injuste que des gens qui ont travaillé toute leur vie se retrouvent à devoir vivre dans la misère au soir de leur jour. Et je pense que de l'autre côté de la Chambre, on devrait accorder un petit peu plus d'attention aux propositions du Bloc québécois à l'égard des aînés. Et je pense que si nous n'avons plus confiance de ce côté-ci de la Chambre envers la coalition libérale-démocrate, bien ça, c'en est une très importante raison. Ce sont des gens que j'ai rencontrés, des vrais gens, et je les oublierai jamais. Et je veux qu'ils sachent que je suis là pour travailler pour eux, avec eux. Maintenant, Monsieur le Président, de quoi est-il question aujourd'hui? Depuis plusieurs semaines, nous débattons d'une question de privilège, et à cette étape-ci, le débat prend un caractère dilatoire qui n'a rien pour augmenter l'estime des citoyens envers leur Parlement. Nous, les élus du peuple, nous avons une responsabilité envers la population. Nous devons, par l'exemplarité de notre conduite et la pertinence de nos interventions, susciter la confiance envers les institutions ainsi que le processus démocratique. Nous devons prouver sans cesse aux citoyens que nous sommes là pour œuvrer au bien commun. Revenons à la question à l'étude. Je vais d'abord exposer certains traits essentiels de notre système politique en lien avec l'attitude du gouvernement. Je vais vous le dire, moi, ce que les gens de la salle et morts Verdun ont à dire. Puis, on va revenir sur le fond de l'affaire et ce qu'on doit en conclure. Madame la Présidente, rappelons ce principe fondamental du parlementarisme de type britannique, la suprématie du Parlement. Le pouvoir exécutif est assujetti au pouvoir législatif. Pour éviter la dictature, mais aussi pour assurer la bonne gouvernance de l'État, la Chambre et l'opposition notamment ont un rôle à jouer dans l'examen des dépenses engagées en notre nom et pour que le gouvernement rende des comptes sur ses décisions. Il n'y a pas de démocratie sans cela. Alors, moi, à la place des députés des deux bords de la Chambre qui disent que ma formation politique est inutile, bien, je me regarderai une petite gêne. Parce que nous, au Bloc québécois, on prend ce rôle au sérieux et on pense que le peuple du Québec va nous gratifier de sa confiance à nouveau pour cette raison. Et nous, les législateurs, que faisons-nous? Eh bien, nous ne légiférons plus, à toute fin pratique, depuis des semaines, parce que ce gouvernement refuse de respecter l'un des piliers de l'ordre constitutionnel actuel. Avant d'en arriver aux faits, qu'on me permette une dernière digression vers ma circonscription. Parce que justement, cette question soulève des enjeux fondamentaux, des enjeux à l'égard de la conduite générale du gouvernement qui est imputable et responsable devant cette Chambre. Monsieur le Président, loin de moi l'idée de commenter les affaires internes du caucus libéral, comme l'a si inélégamment fait le chef de l'opposition officielle dans les derniers jours. En revanche, je dois bien à mes électeurs et au public de révéler le sens du choix qu'ils ont fait, mes électeurs, le 16 septembre. Les gens de la salle et morts Verdun m'ont élu parce qu'ils ont voulu envoyer un message fort à Ottawa. Eh bien, ce message, le voici. Tout au long de ma campagne, j'ai fédéré les insatisfaits, les mécontents, ceux qui en ont assez de celui dont on ne doit pas nommer le nom. Monsieur le Président, j'ai passé un contrat en français et en anglais avec les gens de chez nous. Je leur disais,
Si vous en avez assez de voir le premier ministre diriger le gouvernement libéral-démocrate, si vous voulez lui envoyer un message fort, c'est à moi que vous devriez accorder votre confiance parce que le NPD soutient aveuglément le Parti libéral et parce que l'opposition conservatrice n'a pas simplement les chiffres pour l'emporter dans le comté. Cette ligne, je l'ai répétée des milliers de reprises, trop souvent pour ne pas la partager aujourd'hui en cette Chambre. Monsieur le Président, si je peux me faire plus direct, les gens de la salle Aymar-Verdun veulent que le premier ministre s'en aille. C'est là le sens de notre victoire lors de cette partielle. Il doit maintenant se soumettre ou se démettre. Voilà le message que je suis venu vous livrer aujourd'hui, non pas en mon nom, mais en celui des gens qui m'ont élu. Je me devais de vous en faire part, que cela plaise ou non. J'espère que c'est clair et je ferai désormais plus aucun commentaire sur la question de qui devrait diriger ou pas le Canada. Après tout, cela pourrait être considéré comme de l'ingérence étrangère. Terminons sur le fond de la question. La Chambre a demandé à produire des documents. Un député a soulevé une question de privilège et vous l'avez jugé fondée. Depuis ce temps-là, on parle comme des sylvebarbes. Certes, le gouvernement nous a dit sans raison, que la GRC ne veut pas des documents parce que le fait de les obtenir par une voie aussi inusitée qu'un ordre de production de documents de la Chambre des communes pouvait compromettre la preuve. C'est un argument certes valide, mais ce n'est pas ce que la motion dit. La motion dit au gouvernement et à la vérificatrice générale de remettre les documents de TDDC Canada au légiste de cette Chambre pour qu'ils puissent les examiner en toute confidentialité et le remettre à la GRC. La GRC n'est pas obligée de les accepter. Moi, je dis, laissons-les décider, respectons l'ordre de la Chambre, un point, c'est tout. Mais puisque le gouvernement s'obstine à ne pas respecter la Constitution, y compris le privilège parlementaire, eh bien, on tourne en rond. Depuis 3 semaines, que dis-je, depuis 9 ans. Madame la Présidente, le Parlement est-il suprême en ce pays? La réponse du gouvernement est on ne peut plus claire. C'est celle de Pierre Elliott Trudeau et de sa Constitution qu'on nous a enfoncé dans la gorge. Celle du mépris. La réponse, c'est non, Monsieur le Président. Eh bien, moi, je dis que c'est un outrage. Outrage au Parlement. Outrage envers les élus. Outrage envers le peuple souverain. Outrage aux principes démocratiques. Combien de temps le gouvernement abusera-t-il de notre patience? Ça suffit qu'il transmette les documents immédiatement pour cesser cette mascarade. Monsieur le Président, maintenant, j'aimerais conclure sur une note positive. Le jour de mon élection, j'ai dit que l'amour triomphe de tout. J'en suis convaincu. Cette force est, à mon avis, l'ingrédient essentiel de notre démocratie. C'est aussi ce qui fait sa force face au despotisme, car l'adhésion volontaire des citoyens est bien plus puissante que le poids écrasant des bottes du fascisme. L'amour du pays, le véritable patriotisme, celui que les citoyens ont pour le bien de la cité, est la vertu de notre forme de gouvernement, et elle est bien plus puissante que la cupidité des tyrans. L'amour que les adversaires politiques peuvent éprouver l'un pour l'autre, en dépit des convictions divergentes, est un gage de pérennité de la démocratie. Et surtout, l'amour des élus pour leurs électeurs, c'est essentiel. Il faut toujours montrer à ceux qu'on aime qu'on est là et qu'on est pour eux et qu'on a le cœur à la bonne place. Il ne nous faut jamais craindre le peuple, il nous faut rester à ses côtés. C'est là notre responsabilité et la sienne est de nous faire confiance en dépit de nos erreurs. Car nous sommes humains, trop humains, et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Citoyennes et citoyens, soyez indulgents envers vos représentants. J'ai dit que la victoire du Bloc québécois chez nous était une des indépendantistes. L'indépendance, c'est la cause de ma vie. C'est une chance unique, enfin, de trouver notre liberté. C'est parce que nous ne pouvons pas nous aimer en colocation, nous les Québécois et vous les Canadiens, que nous devons cheminer séparément. Parce que nous avons essayé sans succès de faire bon ménage avec Meach et Charlottetown et après les référendums. Le Canada ne veut pas changer, nous non plus.